rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des Congrès de Grenoble pour le 6e Congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site Congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Alors, on va parler de succès aujourd'hui, de notre vision du succès dans la société, et on va parler de l'influence des médias, l'influence de la société, l'influence des réseaux sociaux sur notre façon de voir les choses, notre façon de se voir soi, et comment nos rêves, nos ambitions sont conditionnés par la société et ne sont pas forcément les nôtres. Alors pour parler de ça, je vais vous raconter une anecdote. Il y a à peu près 6 ans, j'ai eu 30 ans, donc là maintenant j'ai 36 ans. Et pour le jour de mes 30 ans, j'ai pris la décision de me faire un tatouage. Donc le tatouage est là, je ne vais pas vous le montrer, il n'est pas très intéressant, on dirait rien du tout au final. Voilà, c'était un code, il y avait toute une symbolique derrière, j'étais très contente de mon choix. Et en fait, ce code, c'était pour cacher la date d'anniversaire de mes 30 ans, qui devait représenter un moment fatidique dans ma vie où j'étais censée avoir atteint plusieurs buts, des grosses ambitions, mes rêves étaient tous accomplis, la vie était belle et je pouvais finir mes beaux jours avec le sourire. Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Beaucoup de ce que j'avais mis sur la liste sont des choses que j'ai commencé à accomplir, que j'ai commencé à approcher. Alors il y avait des choses aussi superficielles que je veux avoir telle maison à Los Angeles avec la vue sur la ville et Hollywood et être riche et célèbre, comme j'aimerais être maman, heureuse, mariée, enfin voilà. Donc tout ce qu'on a tous voulu avoir à un moment donné, être heureux au final. Après, ma façon d'être heureuse était peut-être discutable sur comment je voyais ça et comment je voulais atteindre ce bonheur. J'avais beaucoup d'ambitions qui étaient liées à ma carrière d'actrice. Je voulais me retrouver dans les grands films hollywoodiens, je voulais les grands rôles, j'aurais voulu avoir un Oscar, enfin voilà, tout le tralala. Rien de plus bateau, hein, j'étais pas très imaginative à ce niveau-là. J'ai commencé à tourner aux États-Unis, je suis partie, j'ai fait des séries télé en France et puis j'ai claqué la porte en disant « Moi, j'ai beaucoup plus d'ambition que ça. Je vais réussir bien mieux que tout le monde » et j'ai commencé à passer des castings aux États-Unis. Alors ça a marché un peu, bon je me suis pas retrouvée à l'affiche, j'ai pas fait de film avec Brad Pitt, mais j'ai fait quand même quelques films intéressants avec des acteurs qui sont plutôt très talentueux, qui m'ont appris beaucoup de choses. Mais évidemment ça faisait pas rêver tout le monde puisque les gens ne savaient pas forcément ce que je faisais, vu que c'était pas des films à l'affiche en France. Plus je travaillais sur les plateaux de cinéma et j'approchais de ce rêve qui avait été imprimé sur ma peau, moins j'étais heureuse. Plus j'avais d'angoisse, plus je tournais en rond, j'étais insatisfaite. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, il faudrait peut-être remettre les choses au clair. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai fait 3 listes. Ma première liste, c'était toutes mes ambitions. Donc là, on avait la maison, le compte en banque, les magazines, enfin la totale. Hein. La deuxième liste, c'était quels sont les moments où je suis le plus stressée, anxieuse, malheureuse et vraiment déconnectée de moi-même.
La troisième liste, c'était la liste des moments qui m'ont rendu, où je me rappelle être le plus heureuse dans les dernières années. Alors excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler français, parce que je vis toujours aux États-Unis. Hein. Je ne fais plus la même chose, mais j'y vis toujours, donc je parle rarement français en ce moment. Donc si mon français est un petit peu bancal, je m'excuse. Donc la troisième liste, voilà, correspondait à ces moments. Alors, c'était ma liste de bonheur, mais j'ai pas envie d'utiliser ce terme. J'ai plus envie de dire c'était les moments où je me sentais le plus apaisée, le plus en paix avec moi-même, le plus alignée, les moments où tout coulait, tout était simple, où j'étais bien, où tout d'un coup je prenais ma place. Alors cette liste, elle a été très maigre. Il y avait quelques souvenirs, quelques moments. Au top de la liste, moi qui saute dans les vagues. Bon. Bah voilà, apparemment, je ne savais pas, mais c'est une des choses qui me rend le plus heureuse dans ma vie. Manger des cookies, bon, ça apparaissait dedans. Être avec des amis, avoir une conversation profonde. Ah voilà, tout d'un coup, ça apparaissait sur la liste. Voyager, découvrir des cultures. C'était quelques petits détails comme ça qui se sont mis sur la liste. Sur ma liste des ambitions, la première liste, c'était étrangement parallèle à ma liste de stress et ma liste d'angoisse. Donc en fait, tout ce que je voulais faire était au final tout ce qui m'apportait de l'angoisse et du stress et qui me déconnectait de moi-même. Et évidemment, tout ce qui était sur la liste de bonheur n'était absolument pas apparu dans les autres listes. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un moment où il faudrait réaligner toutes ces listes et que ma liste d'ambition s'aligne à ma liste de bonheur. Je vais quand même pas passer ma vie à chasser des rêves qui me rendent malheureuse. Donc ça a été un déclic. En parallèle, j'ai eu l'idée de faire un documentaire sur l'amour, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les raisons qui m'avaient amenée à poursuivre cette carrière d'actrice étaient en fait ce besoin incessant d'être aimée, d'être validée, d'être admirée. J'ai grandi en Haute-Savoie. Comme beaucoup d'enfants, j'ai vécu le harcèlement à l'école. Malheureusement, les chiffres sont beaucoup trop élevés par rapport à ça. Et c'était comme une forme de revanche. C'était « Attendez, moi, quand je serai adulte, on rira qui rira le dernier. Pour l'instant, vous mettez la tête dans la neige, mais moi, plus tard, on verra ce que je deviendrai. » Donc c'était un petit peu une forme de revanche. Et c'était ce besoin d'exister, de prendre ma place, d'être enfin entendue, d'être vue, d'être comprise. Et à l'époque, donc dans les années 90, ce qui m'a inspirée en fait à aller vers ça, c'était les séries télé, les magazines, de voir toutes ces personnes célèbres, entre parenthèses, qui, elles, étaient mises sur un piédestal. Et on est dans un monde où, quand la lumière est sur nous, on est d'une certaine manière protégé. Alors ça, c'était l'époque. C'est plus tout à fait le cas maintenant. Ça peut vite tourner au vinaigre à notre époque. Mais en tout cas, dans les années 90, les acteurs, les personnes connues étaient vus comme des demi-dieux que tout le monde protégeait. Donc, ma façon de voir les choses en étant enfant, je me suis dit, voilà, moi je vais être comme ça, je serai intouchable, je serai mieux que, j'aurai plus que, et d'une certaine manière, on va m'envier. Donc voilà, ça c'était mon raisonnement d'une petite fille de 10 ans. Malheureusement, j'ai suivi ça. J'ai été à l'école de théâtre, tout s'est bien passé, j'ai commencé à travailler. Le problème, c'est que quand j'ai commencé ma carrière et que j'ai commencé à vraiment travailler, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc ça, on était au début 2010, 2009, 2011, et il y a eu le boom d'Instagram. Et c'est au moment où j'ai déménagé aux États-Unis. Et là, je me suis retrouvée coincée dans une espèce de piège où je mettais en scène ma vie. Donc j'allais dans des lieux pour pouvoir poster avec le lieu du restaurant. Je mettais la photo du selfie parfait avec 3 filtres où du coup on savait même plus qui j'étais parce que même moi je me reconnaissais pas. Mais alors j'étais parfaite dessus vu que je n'existais pas de toute façon sur cette photo. Tout ce que je faisais au quotidien en fait dépendait de qu'est-ce que les gens vont en penser. Et au final, je me suis mise à faire des choses qui me correspondaient absolument pas, juste pour pouvoir avoir ce retour, cette admiration, ces likes. J'allais pas bien, selfie, 3 likes, pouf,
Dopamine, ok, c'est parti. Et puis alors, à la fin de la journée, j'ai eu combien de likes? Et puis il y a le côté addictif, parce que c'est vite fait, c'est assez extraordinaire quand même, cette drogue. C'est un petit peu plus efficace que beaucoup d'autres. Ça va très vite, ça coûte rien, juste quelques photos, se déconnecter de soi-même, et c'est parti, et la machine est enclenchée. Et ça a pris des proportions où j'étais vraiment très 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 malheureuse. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'ai commencé un travail sur moi, que je me suis rendu compte que mon problème était que je ne m'aimais pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à entreprendre tout un nouveau chemin. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que ça, j'en parle, c'était il y a 10 ans, 8 ans, à peu près, voilà. Ces 3 dernières années, le phénomène a explosé. On se retrouve dans une situation où maintenant plus de 63% des jeunes sont sur Instagram. Et là, on parle d'adolescents en dessous de 18 ans. Ce qui est, à mon avis, très grave, parce qu'on se retrouve sur une plateforme qui est organisée par des algorithmes qui mettent en valeur des choses qui ne sont absolument pas réelles. Donc les influenceurs vont être mis en valeur, ils vont être balancés sur les feeds, sur les murs des enfants. Tout ce qui est visage, tout ce qui est corps va être beaucoup plus mis en valeur et beaucoup plus partagé. Les messages, ce qui est écrit, la culture va être caché, va pas être présenté sur les murs des jeunes. Et en fait, c'est tout ce qui est très superficiel et qui amène à la consommation qui est mis en valeur. Donc, un enfant qui passe des heures, parce que les chiffres sont assez alarmants, à notre époque, en 2021, un enfant, en moyenne, passe 9 heures par jour sous l'influence des médias dans le monde. On parle jusqu'à 6 heures les réseaux sociaux aux Philippines, et en France, on passe en moyenne 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Alors, quand on fait le calcul à la fin de la semaine, moi souvent je dis à mes amis, non mais j'ai pas le temps, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de reprendre du droit. L'année dernière, je dis, je vais pas avoir le temps. Bah si, en fait, tu as le temps de faire une licence de droit si tu enlèves ton temps passé sur les réseaux sociaux, par exemple. On aurait le temps de faire plein de choses, de voir des amis, de se reposer, de dormir. On a perdu 1 heure en moyenne de sommeil, ce qui est énorme par jour, à cause de notre consommation des réseaux sociaux. Et du coup, cette consommation qui devient très addictive, qui devient automatique, nourrit notre inconscient constamment de messages subliminaux qui sont en fait dictés par une société de consommation qui est là juste pour une chose, nous faire croire qu'on n'est pas assez, qu'on ne sert à rien, sauf si on achète ça, ça, ça ou ça. Si on va là, si on dit ça, si on pense ça. On devient des robots, et malheureusement comment un enfant qui est déjà en train de se chercher, qui ne sait pas qui il est dans ce monde, ce qu'il veut faire, ce qu'il ressent, comprendre ses émotions, comment on peut savoir qui on est si on est constamment influencé par les médias. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a aussi, alors ça c'est très drôle que j'ai assisté à ça il y a 2 jours, parce qu'au final, moi j'ai pas d'enfant, mais j'ai une amie très proche qui a une fille qui est extraordinaire, qui regardait la télé l'autre jour. Et elle me dit, oui, c'est difficile de trouver des programmes qui sont quand même, qui ont une bonne influence, en tout cas sur l'inconscient des enfants à notre époque. Elle me dit, mais celui-là, c'est plutôt bien fait, il y a des idées assez nouvelles, c'est beaucoup dans la compassion, c'est assez positif. Je regarde, effectivement, il y avait des sujets abordés qui sont assez importants aujourd'hui et qui sont assez délicats, comme le genre, par exemple. Ça parlait de la transsexualité, ça parlait du genre. À un moment donné, ils ont repris des petits contes, et je crois que c'était Boucle d'Or qui se présentait, et en fait, c'était un garçon. Et quelqu'un dit, mais non, Boucle d'Or est un garçon. Il fait, pourquoi Boucle d'Or pourrait pas être... Boucle d'Or est une fille. Et le personnage disait, mais pourquoi il pourrait pas être un garçon? Ou les deux, ou entre. Et je trouvais ça très intelligemment amené. Donc je me dis, tiens, intéressant. Et je regarde et je remarque une chose. Tous les personnages féminins, donc dits de genre féminin dans ce dessin animé, étaient tous maquillés. Il n'y avait pas un personnage féminin qui ne se retrouvait pas avec un eyeliner, du mascara comme ça, avec les yeux qui clignotent. Et ça m'a vraiment profondément dérangée. Parce que, encore une fois, dès l'enfance, on apprend aux petites filles que si on n'achète pas en fait cette espèce de vision sociétale de la beauté, si on ne va pas là-dedans, on n'est pas belle,
on n'est pas assez, on va pas être accepté par les hommes ou par ses copines, il faut toujours qu'on soit jolie, il faut qu'on soit présenté d'une certaine manière. Et je me dis, d'un petit dessin animé qui est complètement innocent, aux réseaux sociaux où on se retrouve avec le phénomène des influenceuses. Et je dis influenceuses, et je suis très féministe, mais je trouve que le problème se situe particulièrement en ce moment au niveau des influenceuses. Et je parle des influenceuses de mode particulièrement, parce qu'il y a des influenceurs et des influenceuses qui sont extraordinaires et qui vont essayer de partager des messages, je sais pas, sur la science, sur l'écologie, sur des choses intéressantes, des passions, la littérature. Enfin voilà, ils influencent, encore une fois entre guillemets, sur des choses qui ont de l'intérêt. Mon problème, il est avec les influenceurs, influenceuses qui sont là juste pour mettre en scène leur vie, un mode de vie qui est le parfait exemple de la société de consommation matérialiste capitaliste actuelle. Et beaucoup de ces femmes utilisent tous ces codes du coup pour se retrouver avec des milliers de followers, ce qui est évidemment associé au succès actuel. Combien de followers? Ah, tu as du succès, tu as 1 million de personnes qui te suivent et qui mettent like quand tu as tagué un maillot de bain. Ah, alors, je suis un peu surprise. Ça a l'air d'être un grand talent, mais apparemment, ça marche. Le problème avec ça, c'est pas seulement le manque de substance, le côté superficiel, c'est le côté où on nous pousse encore une fois à devenir des petits consommateurs et qu'une jeune femme qui voit constamment ces femmes se mettre en scène, qui sont parfaites parce qu'elles ont des filtres, qu'elles ne se sont jamais montrées en étant elles-mêmes, qui ont toujours les cheveux surfaits, refaits, du maquillage qui n'existe pas parce que de toute façon la photo est complètement filtrée et qu'on ne sait même plus à quoi ressemble la personne, qui sont là pour taguer toutes les marques. Du coup, les enfants vont se dire est-ce que je devrais ressembler à ça? Est-ce que je devrais porter ça? Est-ce que je devrais faire ça? Tiens, elle dit que c'est bien, est-ce que ça devrait pas être ça mon avenir au final? Pourquoi j'apprends ça à l'école quand je sais que j'ai juste besoin d'1 million de followers pour avoir une carrière et me faire de l'argent? Moi aussi, je peux me faire de l'argent en 10 000 et faire 10 000 € en 3 postes pour vendre des baskets. Oui, mais non. Et je trouve qu'il y a un impact sur, non pas seulement sur nous, sur notre personnalité, mais aussi sur la société dont on ne parle pas assez. Et il y a vraiment cette prise de responsabilité que ces influenceurs, ces influenceuses ont en ce moment, qui n'est pas vraiment adressée par la société parce que ça arrange tout le monde, surtout tout ce système de consommation. Mais quand on voit que, il y a certaines études qui montrent que certains adolescents achètent donc des habits de fast fashion qui coûtent rien, qui vont coûter 15 €, 5 €, qui vont les porter 2 fois, voire une seule fois pour juste pouvoir mettre un post sur leur Instagram. C'est quand même dramatique quand on sait qu'on est à un tournant dans la société où 85% des habits actuellement se retrouvent dans les champs ou abandonnés en déchets à travers le monde, que 60% des habits actuels sont synthétiques, donc directement le résultat des industries fossiles. Et tous ces impacts qu'on voit qui sont complètement indirects de ces petits posts et de cette espèce de vision de succès qu'on a à travers les réseaux sociaux et les médias, en fait, ont un impact qui transforme complètement notre société, qui transforme complètement nos personnalités. Et c'est en ça où j'ai un vrai problème et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, il y a limiter l'utilisation, il y a éduquer. Et je pense que, alors là c'est un appel parce qu'on est au congrès de l'éducation, comment les éducateurs peuvent aborder ces sujets qui sont très importants, qui sont très graves et qui façonnent toute la vie de ces enfants. Parce que c'est vrai qu'on a le côté éducatif, comme vous avez pu parler aujourd'hui et hier dans les conférences, mais il y a aussi le côté qu'est-ce qu'on fait une fois que l'enfant est parti de l'école? Comment on peut aborder ces sujets? Comment on peut leur expliquer que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent toute la journée, en fait, va avoir une influence. Comment les aider à se recentrer sur eux, à essayer de savoir qui sont au milieu de ce brouhaha, de ces cris, en fait, de la société de consommation qui les appelle, qui les happe toute la journée. Et en fait, je pense qu'on a des vraies questions, là, sociétales. Personne n'a vraiment de réponse, malheureusement. D'un côté, on ne va pas dire alors on arrête de regarder tous les médias et on arrête les réseaux sociaux parce que c'est des outils qui sont formidables, qui peuvent
à l'inverse, nous aider à coopérer ensemble, à créer des connexions, à avancer les choses. On a pu le voir dans certains mouvements d'injustice sociale où en 3 postes, ça a fait des vagues à travers le monde et aider des centaines de milliers de personnes très très vite. Donc c'est comment on peut passer d'un écart à l'autre et comment on peut faire ça de façon saine. Moi, ce qui m'a aidée, et je retourne là-dessus, c'est que quand je me suis rendu compte de pourquoi je faisais ça, et j'étais vraiment honnête avec moi-même, parce que c'était malheureux d'arriver à cette conclusion. L'amour, en fait, est devenu mon cheval de bataille. Je me suis dit, voilà, l'amour, c'est la réponse, mais c'est pas une réponse de petits bisounours, non. On parle de l'amour dans le concret, on parle d'amour dans l'action, on parle d'amour de tous les jours dans ce qu'on fait. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un documentaire sur l'amour il y a quelques années. Ça a eu ça m'a apporté beaucoup personnellement et ça a eu beaucoup d'impact sur le coup quand le projet a été lancé. Et au bout de 2 ans où je travaillais sur ce projet, il s'est cassé la gueule. Et je trouve ça assez intéressant où je me dis, et c'est pour revenir au succès, le projet qui m'a sorti, en fait, qui a fait me reconnecter à moi, s'est écroulé. Et en fait, c'était une très très belle leçon par rapport au succès, où je me suis dit, tiens, je vais partir de « Ah, là, j'ai du succès en tant qu'actrice, je vais passer réalisatrice, je vais faire un documentaire, ça va avoir du succès aussi, et en plus c'est l'amour, c'est génial. » Et au final, ce projet, non, rien du tout. Alors par contre, j'ai appris ce que c'était l'amour. Là, ça a été le succès. Mais c'est pas un succès qui se voit. Et je pense que c'est là où, quand on est vraiment reconnecté à qui on est, qu'on devient conscient de tout ce qu'on fait, qu'on se rend compte que qu'est-ce que le succès au final? Est-ce que c'est essayer de jouer à un jeu pour être le meilleur, finir le plus haut, en haut du podium, le plus beau, le plus intelligent, gagner le plus d'argent, comme on le voit d'ailleurs dans l'éducation. Enfin, moi, à mon époque, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. En général, les enfants se disaient, moi, je veux être chef d'entreprise, je veux être un leader, je veux être un docteur. Voilà, tout le monde est, ah oui, c'est génial, c'est génial. Il y a le statut social qui est attaché à cette réponse qui va plaire. Et si le succès, au final, c'était d'arriver à se détacher de tout ça? Est-ce que le succès, ce serait pas d'être soi, d'essayer de vivre en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, dans un environnement qui n'est pas forcément sain tout le temps, mais réussir à ne pas se laisser envahir par tout ce qui est autour de soi? Est-ce que le succès, au final, ce serait pas juste être et arrêter de chercher le succès? Donc voilà, c'est tout des réflexions qui m'ont... Que ce début de carrière m'a amené à avoir. Et je pense que les médias sont responsables de beaucoup de choses en ce moment. Il y a des vraies responsabilités qui vont devoir être prises à un moment donné. Et les réponses, en tout cas, sont là. Elles sont en nous. Mais surtout, je pense qu'en tant qu'éducateur, et personnes qui sont au contact de tous ces jeunes toute la journée, en plus des parents, parce que je pense que c'est vraiment à notre niveau à tous, et surtout en tant qu'adultes, c'est vivre ça au quotidien en soi, parce que si nous on est déjà en train de se dire mince, attendez, on refait une photo, je voulais poster la photo de vacances, venez les enfants. On refait la photo 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Déjà inconsciemment, on dit à nos enfants que non, en fait là, tu ressembles à rien. Souris. Là, ça va pas. Là, t'es pas assez. Ah, moi non plus. C'est un détail, mais ça veut dire beaucoup en fait. Et que si la 2e photo, on est tous comme ça, eh ben c'est la bonne, c'était le moment. Donc voilà, c'était pour parler du succès. Et j'aurais voulu parler plus, aller peut-être plus en profondeur sur tout ce qui est statistique, parler des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais au final, je pense que ce serait plus sympa d'avoir une vraie conversation ensemble. Donc si vous avez des questions, des idées, si vous avez des idées, et ben voilà, le micro sera disponible. Si on allume le micro, c'est mieux. D'abord, merci pour cette présentation. Alors, je ne m'attendais pas forcément à voir ça ici et je trouve ça vraiment chouette.
Je suis un peu dans le même cas, j'essaye de limiter au maximum ma présence sur les réseaux sociaux parfois et d'écoute des médias. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'on se sent un peu paumé par rapport aux autres qui sont totalement connectés. Par contre, moi ma question c'est qu'est-ce que tu prévois de faire en fait en sachant tout ça? Est-ce que tu as prévu de le partager plus largement et du coup de faire bénéficier tous ces jeunes qui peuvent sombrer à tout moment comme toi tu l'as fait et du coup éviter peut-être au maximum que d'autres suivent même si c'est déjà le cas et tu auras sans doute pas forcément mais tu vas semer des graines en fait et du coup ça m'intéresse de savoir ce que tu as prévu par la suite. Merci. En fait, au début, quand j'ai commencé à en parler, c'était plus dans le cadre du changement de vie et de se reconnecter à soi. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, les médias avaient eu un vrai impact sur moi. Et quand j'ai commencé à en parler, alors là, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai fait une entreprise, donc je suis basée aux États-Unis, où le but c'était de faire des interventions dans les écoles, dans les milieux scolaires ou dans les sommets digitales. Enfin, voilà. Ce que j'ai fait, là, en fait, je me suis rendu compte que cette forme de conditionnement, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus profonde et du coup j'ai un podcast qui va sortir toutes les semaines, qui va sortir aux États-Unis et en France où on va aborder chaque sujet de manière très profonde avec des experts et des personnes qui ont vécu ça. Donc voilà. Donc ça va. Je sais que je vais faire grincer des dents. Je vais être sûrement cancel, comme ils disent aux États-Unis, assez vite. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on ait tous des conversations honnêtes et inconfortables, tout en étant bienveillants et en se disant c'est pas ça ou ça, c'est pas ça, mais ça, c'est ça et ça et ça et ça, malgré ça et avec ça aussi. Donc voilà, c'est essayer d'être aller au cœur des choses et se rendre compte que le conditionnement va beaucoup plus loin et vraiment dans toutes les couches de la société. Et pour revenir sur la présence sur les réseaux sociaux, moi je suis pas contre les gens je vois des personnes que je suis qui sont là tous les jours, mais on voit qu'il y a un vrai message et je pense que c'est pas pour ou contre, c'est pourquoi et pour plus loin quoi. C'est pourquoi on a envie de le faire, pourquoi on veut partager et pour donner quoi aux autres. Et encore une fois, je pense que c'est peut-être là aussi la définition du succès pour définir ça, c'est redéfinir sa présence sur les réseaux, c'est est-ce qu'on est là pour donner ou est-ce qu'on est là pour prendre? Est-ce qu'on est là dans son propre intérêt pour se nourrir parce qu'on est en manque ou parce qu'on a tellement à donner et qu'on est passionné qu'on se dit et qu'on croit à une certaine vision qui est positive sur le monde et qu'on se dit tiens il y a peut-être quelque chose là-dedans. Là j'ai absolument pas de problème avec ça et au contraire je suis là donnez-moi encore plus de contenu parce que vous m'inspirez et merci beaucoup. Et on voit la différence, je trouve, les personnes qu'on suit. Et des fois, on sent même l'énergie derrière juste une photo, sans commentaire. On voit ce qui s'y passe, on voit le pourquoi elle est là, la photo. Je dois me décaler. Voilà. Bonjour. Bonjour. Du coup, comment vous faites? Parce que là, on est tous des adultes et du coup, on est tous d'accord avec vous. Mais comment vous faites du coup pour véhiculer ce message auprès des ados ou même un peu plus jeunes pour être en prévention? Moi, le conseil que je donnerais, c'est au-delà du podcast que je vais faire ou des projets ou des interventions que j'ai faites, c'est en fait, je pense qu'en tant que parent, c'est très 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 important d'avoir ces conversations, mais pas qu'une fois. Et le fait de dire passe moins de temps sur ton portable ne sert à rien en fait. C'est pas ça qui va dire, c'est comme me dire mange moins de cookies, je vais écouter personne. Mais me dire pourquoi tu as besoin de ce cookie et que c'est compulsif. Là, je dis peut-être que je me sens pas très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que je cherche? Et là, c'est pareil avec les réseaux sociaux ou les plateformes. Pourquoi ils ont besoin de se connecter sur la plateforme et pas dans la réalité? Est-ce que l'enfant, en ce moment, ça se passe bien avec leurs amis? Est-ce qu'ils se retrouvent mis à l'écart? Quelles sont les personnes qui suivent?
pourquoi ils suivent ces personnes particulièrement dans leurs camarades, et peut-être même aller demander franchement, est-ce que tu regardes les personnes si elles te mettent des likes, qui sait, quel est le like que tu attends, de qui, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que c'est des débuts de conversation qui peuvent donner des débuts de prise de conscience, et aussi expliquer vraiment aux enfants que ces photos ne sont pas réelles. Il y a des statistiques qui sont sorties, alors je ne sais plus l'organisation qui les a fait. Je m'excuse pour l'information, mais j'ai les chiffres. L'augmentation des demandes de chirurgie esthétique pour avoir l'air plus beau sur les selfies, ou plus belle sur les selfies, est passée de 11% à 53% entre 2013 et 2018. Voilà. C'est quand même dramatique. Et une jeune fille sur 20 développe de la dysmorphie corporelle maintenant. Donc elle va s'attacher à un détail sur son corps et toute sa vie va s'écrouler. Les suicides ont augmenté de plus de 60% chez les jeunes. Alors évidemment, il y a le contexte actuel, alors pré-Covid, je parle, mais voilà, la vie, le monde est compliqué, le monde n'est pas très sain, il n'a pas trop de sens en ce moment, donc on ne peut pas tout mettre sur les médias et les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité, surtout sur les jeunes femmes, étrangement. Donc voilà pour les chiffres. Je suis désolée, j'étais censée vous donner la pêche. Il y a des mouchoirs. Bonjour, merci. Bonjour. Je suis là. Merci pour votre témoignage. Je travaille dans une agence photo, donc on diffuse des photos en ligne de photographes que l'on représente. Et chaque photo de portrait, pour chaque photo de portrait, on demande l'autorisation du modèle, de la personne qui est photographiée. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important. J'étais allée faire une intervention dans une école et j'avais parlé aux élèves du droit à l'image, c'est-à-dire que de leur image. Quand ils postent une image sur un réseau social, ils doivent savoir que leur photo n'est pas forcément protégée, qu'elle peut se retrouver partout. Et ils n'en étaient absolument pas conscients. Et donc voilà, je pense que pour moi, c'est aussi important d'évoquer ça, c'est-à-dire que quand on poste une image, soit de son enfant en tant que parent, ou un adolescent qui poste une image sur n'importe quel réseau social ou site internet, il doit savoir que cette photo peut être rediffusée n'importe où, par n'importe qui, sans qu'il ait aucun contrôle. Et je pense que ça, c'est important qu'on le sache tous et qu'on y fasse vraiment extrêmement attention. Voilà. Oui, merci d'avoir parlé de ça, parce que c'est vrai que c'est un point très très important. Tout ce qui est mis une fois sur Internet, il reste à vie. Il y a beaucoup de photos d'enfants, spécialement sur les réseaux sociaux, qui sont copiées, qui se retrouvent dans des réseaux de pédophilie sur Internet, sur le dark web. Donc il y a très de grandes chances que au moins 3-4 personnes dans la salle ont leur enfant, malheureusement, qui se retrouvent sur ces sites. Et c'est dramatique. C'est pour ça qu'après, c'est un choix très très personnel et on n'est pas là pour dire qui doit faire quoi, mais se poser la question... Pourquoi on a besoin de poster le visage de notre enfant, peut-être essayer de les protéger jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité d'être assez conscients ou donner leur accord. Aux États-Unis, ça commence, ils sont toujours en avance sur tout ce qui est un peu tordu, à voir les enfants qui passent les 18 ans et qui commencent à attaquer les parents en justice pour les droits à l'image. Voilà. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu l'anecdote de la couverture de l'album de Nirvana où il y avait le petit bébé, voilà, qui attaque pour abus. Et surtout, on ne se rend pas forcément compte. Évidemment, quand on poste une photo, on est complètement innocent et on ne se rend pas compte de comment cette photo peut être complètement détournée. Oui. Voilà, donc vraiment faire attention. Exactement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'ai juste une réflexion par rapport à ce que vous venez nous présenter. Parce que moi, j'ai une fille qui a 16 ans, qui est complètement dans l'image, qui vient de m'envoyer un message. J'aimerais ces baskets, trucs qui coûtent cher, tout ça. Et on aurait dû la faire venir pour en parler.
Et ce que je trouve très intéressant, on dit que l'habit fait pas le moine, machin, etc. Mais vous êtes une jolie jeune femme qui est passée par ce parcours-là, de vouloir être aimée, vue, etc. Et vous en parlez. Et je pense que ça, faut pas sous-estimer l'impact que vous, en tant que vous-même, pouvez avoir sur ces jeunes filles. Parce qu'évidemment, quand c'est un grand psychologue qui a 75 ans, qui vous le dit, moi j'y suis sensible parce que je me dis que c'est une personne qui a d'expérience, mais ma fille qui a 16 ans, elle le calcule même pas. Même quand c'est moi qui lui dis, elle dit, de toute façon, maman, t'es ringarde, t'es vieille, t'es dépassée depuis 20 ans. Donc je trouve très intéressant votre démarche, et il faut surtout pas la sous-estimer et le faire un maximum en présentiel avec des jeunes filles, parce que vous avez... Voilà, votre parcours et ce que vous êtes avait très certainement un impact par rapport à votre message, quoi. Voilà. Merci, je note. Bonjour et merci beaucoup. Je me faisais la remarque, en fait, les réseaux sociaux, alors je pensais à Instagram en particulier, c'est un outil. Et c'est vrai que les enfants, il y a deux manières de faire face aux outils en général. C'est par exemple une paire de ciseaux sur une table. Il y a des parents qui vont prendre les ciseaux, qui vont les enlever parce qu'ils vont estimer que c'est dangereux. Et puis même, ils peuvent aller jusqu'à interdire l'utilisation du ciseau parce que c'est dangereux, mais ils ne vont pas forcément expliquer. Et puis il y a ceux qui vont laisser le ciseau sur la table à un enfant de 4 ans en lui disant voilà, ça c'est dangereux, mais si tu veux l'utiliser, c'est comme ci, comme ça, et puis tu le fais avec moi, et voilà. Donc évidemment, ça fait sens ce que je dis. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, je me dis que les réseaux sociaux, ça peut être quand même une source d'inspiration, plutôt qu'influenceur qui va avoir une signification un peu péjorative. Inspiration, je sais pas si on ne dit pas inspirateur, mais comment il faut qu'on trouve un nouveau terme. Voilà, il faudrait trouver un mot pour dire ça, mais ça peut être aussi génial, parce que si on arrive à expliquer avec discernement, alors je sais pas, moi je n'ai pas d'adolescent, j'ai une petite fille de 5 ans, donc voilà, mais si on arrive à inculquer la notion de discernement à nos jeunes et leur dire, ok, ça tu peux l'utiliser. Je veux dire, même nous en tant qu'adultes, je discutais avec ma meilleure amie, elle me disait, moi je suis Florence Foresti, machin, elle me saoule, mais pourquoi tu suis Florence Foresti, et encore plus si elle te saoule. Moi, je n'ai jamais suivi personne de célébrité sur Instagram. Par contre, je suis beaucoup d'artistes, de coachs, et en fait, j'ai une formation initiale dans l'artistique. Et à chaque fois que je m'abonne à des sites, alors de décorateurs, de choses comme ça, je vais avoir des propositions de nouveaux artistes, de nouveaux décorateurs. Et je me dis, waouh, c'est génial. Les coachs, alors là, j'ai liké des gens sur Instagram, je me suis abonnée à des comptes, et puis on m'en propose d'autres. Et en fait, moi, je trouve ça hyper puissant, hyper riche, parce que ça va venir nourrir ce qui m'intéresse. Et en fait, le fil dont vous parlez, j'y suis jamais allée. J'y suis allée une fois, puis j'ai vu des trucs qui ressemblaient à rien. Mais je cherchais un jour canapé bleu pour la maison. Je tape canapé bleu, et là, je vois des minettes de 12 ans à moitié nues sur un canapé bleu. Et je me dis, j'hallucine. Je tape canapé bleu. Alors, avec mon mari, on se dit, tape canapé rouge pour voir. Je tape canapé rouge. Et je me dis, bon, ok, en fait, ça, c'est vraiment tout l'étendue des possibles. Mais du coup, canapé bleu et tomber sur des minettes en culotte de 12 ans sur un canapé bleu, c'est quand même hallucinant. Et je me dis, si on ne montre pas ça à nos enfants, juste ce type de recherche, par exemple, c'est quand même hyper grave, du coup, parce qu'on se rend compte de l'étendue de ce qu'ils peuvent trouver. Moi, des fois, je cherche des choses. En plus, je fais de la déco, donc j'ai des scrupules à taper des mots parce que je ne travaille que sur Google Images. Et donc, je me demande, quand je vais taper, par exemple, chat, qu'est-ce qui va sortir sur Google Images, quoi. Bon, par chance, il ne sort rien de grave. Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Je trouve qu'une des clés, ça serait vraiment d'apprendre aux enfants cette notion de discernement et comment on l'utilise et à quel point ça peut être puissant. En fait, de dire, OK, qu'est-ce qui t'intéresse, peut-être ? Pourquoi tu suivrais telle personne ? Mais pour moi, ça me semble complètement irréel, mais je comprends très bien que pour des ados, ça ne le soit pas, de suivre des nanas qui passent tout leur feed à se photographier, limite de face ou de profil, la bouche en avant, et puis pour rien dire, en fait. Mais je comprends même pas... C'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que souvent, ces jeunes ont besoin d'aller suivre ces profils. C'est comme pour essayer de trouver un idéal irréel, qui ne comprennent pas que c'est irréel à atteindre, comme si ça leur permet, ils vont liker,
Ils sont entre eux à liker les mêmes profils, ils appartiennent à un groupe. Ouais. Et il y a ce côté, moi j'appartiens à ce genre de jeunes qui aiment ça, qui suit ça, qui porte ça, qui va dans ce genre d'endroit. C'est comme si on donnait une forme de personnalité. Quand on est en recherche de sa personnalité, on a ce besoin de se sentir cool pour combler le manque d'appartenance qu'on a, cette confiance en nous. Et c'est là où c'est très compliqué. Et c'est vrai que pour les recherches, je reviens dessus, je regardais, je cherchais des informations sur la jungle au Costa Rica et la biodiversité. Et j'ai mis le nom de je ne sais plus quel volcan en hashtag sur Instagram. Je me suis dit, je veux voir les photos, ça a l'air magnifique. Donc je me dis, tiens, je vais avoir toutes les belles photos de... Non. Alors, il y avait 2 volcans en fond, mais c'était majoritairement... en maillot de bain. C'est sympa la biodiversité. Ça a changé. Et je trouve ça grave. Alors, il va y avoir Donc, et c'est marrant, j'ai eu cette conversation avec une amie très intéressante qui me dit oui, mais en même temps, il y a ce côté libération de la femme. Si ces jeunes femmes, là pour le coup elles avaient plus ou moins 20 ans, elles étaient plus 15 ans, ont envie de se mettre à moitié à poil sur Internet, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur liberté. Et là, j'étais pas d'accord, ou j'ai non, parce qu'en fait, elles sont en train d'adopter tous les codes de conditionnement misogyne des années 60, des années 70, ce côté playboy de l'époque, pour avoir l'attention masculine au final. Et pas qu'on me dise, quand on voit Émilie Ratajkowski, la modèle qui a écrit un livre sur le féminisme pour justifier des photos où elle est constamment... avec, ils appellent ça le bottom boob, enfin voilà, on voit le sein mais en bas maintenant apparemment. Et bref, pourquoi pas, mais c'est son fonds de commerce. Elle ne fait pas ça pour libérer la femme, elle fait ça pour son compte en banque. La réalité, elle est là. Et en fait, je pense que c'est important d'expliquer à nos enfants, aux adolescents, la réalité économique derrière. Quels sont les codes sur cette photo, à quoi ils correspondent au niveau symbolisme et dans l'inconscient. Et aussi expliquer, c'est ça, ce serait peut-être intéressant qu'au niveau de l'éducation, je trouve très jeune, on aborde les notions de biais cognitifs, qu'on comprenne aussi pourquoi on a des choses qui sont confirmées dans nos cerveaux, pourquoi on croit certaines choses et pas d'autres, pourquoi on croit certaines personnes et pas d'autres, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau psychologique, et aussi expliquer le concept de echo chamber, donc sur Internet, et leur expliquer que voilà, une fois que tu as fait une recherche ou que tu as aimé une forme de post, donc il suffit d'avoir aimé 3 selfies différents de 3 personnes différentes, tout ce qui va être proposé va être plus ou moins similaire, parce que la plateforme, elle n'est pas là pour qu'on passe 3 minutes dessus, elle est là pour nous donner ce qu'on a envie. Donc c'est comme si on allait au resto, on nous donne 2 chips, on les aime bien, on va nous en redonner une 3e, une 4e, une 5e pour qu'on reste. Si tout d'un coup on nous donne autre chose, on s'en va. Donc voilà, je pense vraiment expliquer ce concept, qu'en fait on est sur ces plateformes, mais on est toujours la cible de la plateforme elle-même qui est là pour nous happer, pour nous garder, pour qu'on passe le plus de temps, pour qu'on clique et surtout qu'on finisse par acheter des produits. Qui est quand même leur modèle économique. Hein. C'est pas gratuit les réseaux sociaux, et c'est aussi une notion, je pense, à expliquer aux jeunes. C'est qu'on croit que c'est gratuit, l'accès est gratuit, mais il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont générés grâce à ce shopping. D'ailleurs, maintenant Instagram, les gens peuvent acheter directement via la plateforme. Voilà. Merci, bonjour. Bonjour. Merci pour cette intervention. Je crois que c'est important aussi de se dire qu'on sert de modèle. Nous, parents, nous, éducateurs, que quand on dit à nos enfants « arrête, décroche de ton téléphone », faisons déjà ça, nous. Oui. Décrochons de nos téléphones, vivons la vraie vie. La plus grande réussite, je crois, que j'ai, moi, par rapport à mes enfants, c'est quand à table, mon téléphone sonne, que je regarde et que mes enfants me disent « on est à table ». Je dis « ok ». Ouais. Vous avez raison. Ils ont tout compris, là. Ils ont tout compris. Et c'est vrai que c'est des moments... Alors oui, ça coûte à chacun, mais des moments de dire, c'est la vraie vie, je joue avec toi, je mets mon téléphone loin, je ne le regarde pas, je suis là et je joue. On est vraiment modèle, on est ce que eux vont devenir, et en même temps, c'est leur réalité. Donc aussi, peut-être s'intéresser à des moments de dire, moi, je ne connais pas Instagram, est-ce que tu me montres ? Et pareil, mes enfants qui me disent, mais maman, tu n'as toujours pas compris, tu es vraiment une nulle.
non, c'est pas mon monde et je suis OK de partager avec toi et apprends-moi à faire, montre-moi l'intérêt, montre-moi l'utilité, montre-moi. Et du coup, ça permet d'échanger aussi. Dire, ah, mais on peut faire ça avec et donc je peux communiquer sur mon entreprise avec Insta et si je like, ça va remonter, etc., etc. Et donc, du coup, c'est un vrai échange parce que c'est deux mondes qui se côtoient. Et comme vous le dites à juste titre, ça a du bon. Il faut juste savoir piocher là où ça a du bon et leur montrer là où c'est dangereux et là où c'est mauvais. Comme la paire de ciseaux, là je vous reproche complètement, on ne va pas aseptiser nos domiciles parce qu'on a un enfant qui naît. Et donc c'est important de côtoyer les deux mondes et de montrer tous ces dangers. Je pense que c'est primordial. Donc merci pour cette action. Merci. Et de regarder aussi, pour les enfants, je pense, regarder qui ils suivent, quels sont les profils qui suivent. Parce qu'au final, encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc là, je parle sans savoir de quoi je parle. Mais peut-être, si j'avais un enfant, je ne le laisserais pas aller avec n'importe qui. Je regarderais qui sont ses fréquentations, qui sont les parents, qui sera là dans la maison, qui sera là si tu vas dormir chez ta copine ce soir. J'aurais envie de savoir quel va être l'environnement. Instagram, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Quels sont les profils qui suivent et qui les suit. Et je pense que même nous, en tant qu'adultes, qui on suit dit beaucoup plus de nous que tout ce qu'on pourrait dire derrière. Parce que si on suit des profils, je sais pas, 60 influenceurs mondiaux qui ont les Kardashians, enfin voilà, quelles sont nos valeurs? Pourquoi on va aimer ce genre de là et qu'est-ce que ça veut dire de nous? Alors oui, je sais pas, peut-être quelqu'un apprécie Kim Kardashian et pourquoi pas, mais il faut savoir que quand on aime sa photo, on approuve sa vision du monde, on approuve ce qu'elle porte, on approuve le mode de production du vêtement qu'elle porte, on approuve l'impact psychologique et écologique que ça va avoir, on approuve tout ça en fait. En fait, à chaque fois qu'on like, à chaque fois qu'on commente, à chaque fois qu'on suit quelqu'un, on vote. En fait, on vote pour notre futur. Et je pense que c'est vraiment important d'expliquer ça du coup à la jeune génération pour leur expliquer que le moins on va porter attention à tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs, et vraiment nos valeurs de cœur, par les valeurs conditionnées par la société, plus on aura de poids, en fait, et plus on aura notre vraie liberté de penser, au lieu de donner du pouvoir à toutes ces personnes qui tirent les ficelles derrière. Voilà. Bonjour. Ah, si. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça peut créer des problèmes en tension familiale? Je pense, on l'a tous vu, peut-être pas tous, mais alors aux États-Unis, c'était un gros débat pendant Covid. Il y a eu toutes ces histoires sur toutes les théories. Alors, il y a les pro-complots, les contre-complots. Alors, dès qu'il y a le mot complot, il n'y a plus personne. C'est comme après les élections de Trump. C'est les grosses bagarres autour de la table à Thanksgiving aux États-Unis. Nous, c'était le sujet où vraiment les gens, c'était dans la presse, où ils disaient comment faire pour gérer la crise Covid à cause de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, en fait, et de voir, suivant la famille, les membres de la famille ou le partenaire, ce qu'ils vont commencer à poster, ça commençait à créer des tensions dans la réalité, et même entre amis, moi je voyais. Et surtout, tout ce qu'on poste, et aussi, il y a une espèce de contagion des émotions sur Internet, donc on voit beaucoup de colère. Moi, ça m'est arrivé avec mon père de m'engueuler 2-3 fois, où je l'appelle et je fais dis donc boomer, t'es un peu en colère ce soir. Il me fait pardon. Je lui dis c'est quoi ce post où encore on a l'impression que tu vas hurler sur la planète entière. Il me fait oui mais tu comprends. Je fais ben non je comprends, je suis d'accord mais c'est anxiogène ce que tu mets. Alors il l'a vraiment mal pris. Il m'a dit déjà tu me parles pas comme ça. Et c'est vrai que ça a créé des petites disputes au sein de la famille sur ce que les uns postent, ce que les autres postent, ce que les autres n'aiment pas. Aussi au sein du couple, au sein des amitiés. Qui nous suit, qui arrête de nous suivre, qui ne va pas aimer nos photos, qui ne va pas aimer ce qu'on a posté. Imaginons, on a un projet, tout d'un coup on le poste, et puis notre meilleure amie va pas aimer ça, alors qu'elle aime tout le reste qui est posté sur Internet. Il y a le côté où on se dit pourquoi elle veut pas me soutenir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tous ces comportements en fait prennent des
prennent des dimensions, enfin voilà, ça a une importance en fait, c'est pas rien, l'air de rien, on dit on s'en fiche, mais ça veut dire quelque chose, donc comprendre à chaque fois ce qu'il y a derrière nos actions sur Internet. Après aussi, je pense que, parce que moi j'ai un don en fait, c'est je veux être avec les animaux, donc quand je vois tout ce qui se passe déjà dans la nature, après ce que je partage du coup sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils m'envoient des messages, ils me font mais pourquoi tu fais ça Anne ? Pourquoi ? Mais genre tu soutiens qui en fait ? T'es avec la côté des bonnes personnes ou de ceux qui vont les attaquer en fait ? Mais moi j'ai fait, mais je suis pas là pour donner une opinion d'un tel ou d'un tel. Moi je fais ça, c'est pour voir. Parce que je leur ai fait, regardez les reportages animaliers de l'état sauvage des animaux, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi je fais ça. Parce que si on parle du braconnage en particulier, le plus, il y a 4 éléphants qui meurent par jour et 2 rhinocéros sur le continent africain. Donc je trouve qu'il faut vraiment agir aussi. Après, je dis pas que les réseaux sociaux font toujours des problèmes. Non, mais c'est vrai, il y a des choses où on peut éveiller les consciences sur des sujets très graves. Et d'ailleurs, ça se prouve de plus en plus. Où les mouvements sociaux, certaines injustices, par exemple le problème avec les communautés ouïghours en Chine, personne n'en entendait parler. Et Internet, les réseaux sociaux ont mis la lumière sur ce genre de problème qui paraissait à des années-lumière de la vie parisienne ou je sais pas, quelqu'un qui est au fin fond de l'Ohio, qui n'a aucune raison en fait d'être informé là-dessus. Donc ça, c'est la force des réseaux sociaux. Et c'est pour ça... Le pourquoi, ça vient d'où ça vient ? Ça vient du cœur ou ça vient de la tête, ça vient d'un stress, ça vient d'un besoin ? Est-ce qu'on répond à son agenda personnel ou est-ce qu'on répond à quelque chose de plus grand pour le bien commun ? Est-ce qu'on sert, est-ce qu'on donne ? Est-ce qu'on sert à faire avancer les choses ? Donc voilà. Le cœur, toujours. Bonjour, merci Bonjour. pour cette intervention. Vraiment riche. Moi, je voulais parler des influenceuses, mais celles qui se font de l'argent, mais via des cagnottes. Celles qui, par exemple, vont nous faire découvrir la beauté d'un paysage, d'un pays, et qui font des cagnottes parce qu'elles disent qu'en fait, elles vont nous montrer la beauté de ce pays, de ce paysage, et que c'est grâce à nous, notre argent, qu'elle peut nous montrer la beauté, en fait. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Waouh, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bon, je vais aller vous envoyer des photos du Costa Rica, la cagnotte, elle est... non, je savais pas. Merci de me... Alors, ne l'ayant pas vu, je vais être dans le jugement sans avoir le plus de détails, mais je trouve ça un petit peu... je trouve ça un peu hypocrite au final, parce que en parlant de la nature, d'ailleurs, ça c'est un gros sujet sur les réseaux sociaux. Il y a tous ces influenceurs voyage, entre guillemets, qui a un réel impact sur l'environnement. En fait, il y a tous ces travel bloggers, voilà, qui sont allés partout dans le monde. Donc tant mieux, je trouve ça bien de partager des photos de nature. Au contraire, moi, allez, montrez-nous de la nature, ça fait du bien. Moi, j'aime bien mettre de la nature. C'est plus sympa que... Voilà. C'est plus agréable. En tout cas, ça aura peut-être moins d'impact négatif psychologique sur quelqu'un. La question c'est, souvent on voit ces photos, d'ailleurs il y a un compte Instagram, je ne sais plus le nom, mais qui est très intéressant, où on voit toutes les copies des mêmes lieux au monde qui sont pris par des millions de gens et c'est la même photo. Et en fait il y a tout ce phénomène de personnes qui sont blogueurs de voyage, qui vont tous dans les mêmes endroits, les mêmes hôtels, le même parc national, prendre la même photo au même endroit, dont une photo qui est très connue au Canada, je crois que c'est Lake Alberta, voilà, c'est dans British Columbia, où il y a cette espèce de bout de bois sur l'eau qui est turquoise absolument magnifique. On voit les sapins, on a l'impression d'être arrivé au paradis tellement c'est beau. Tout le monde pose au bout du bout de bois, la même position, voilà, comme ça, et c'est exactement la même photo. Alors pourquoi pas ? En soi, ça n'a pas un impact, on se dit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à aller dans ce parc national pour prendre exactement la même photo,
pour pouvoir avoir la validation des gens en disant moi aussi j'ai été, moi aussi j'ai voyagé, j'ai pris cette photo exactement la même, pour avoir en fait ce rush de dopamine de se sentir bien. Et le parc est complètement saccagé, où les autorités sont obligées maintenant de limiter l'accès au parc parce qu'ils se sont retrouvés avec des plastiques partout dans le parc, une pollution qui a augmenté de plus de 100% parce qu'il y avait des lignes de voitures et les gens venaient dans le parc juste pour prendre la photo et repartaient. Donc là, on ne parle même pas d'un tourisme d'exploration où on est vraiment là pour apprécier la nature, le côté écologique. Enfin, il n'y a plus du tout de cette notion. C'est juste j'ai ma photo, au revoir. Donc, moi, je ne donnerais pas d'argent aux cagnottes. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une vraie problématique entre guillemets sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a 5% de choses extraordinaires et les 95% pour moi sont pratiquement à foutre à la poubelle, pardon si je peux me permettre le terme. Et c'est pareil, je suis principalement des comptes éducatifs, mais je trouve que comme vous avez dit tout à l'heure, on est complètement invisibilisé par les réseaux sociaux et des fois je balance entre me dire est-ce que ça vaut encore le coup d'être là et de représenter ces 5% alors que l'algorithme nous invisibilise mais vraiment totalement et on est beaucoup à faire malheureusement ce constat et je me dis est-ce que ça vaut encore le coup d'être là ? Je pense que c'est une vraie question que les organisations ont en ce moment et c'est une bonne question. Il y a un vrai problème par rapport... L'algorithme, ça s'aggrave de plus en plus où ils cachent de plus en plus de contenu. Ils ont rajouté beaucoup plus de sponsors et des comptes sponsorisés dernièrement. Ils sont en train de capitaliser à mort parce qu'il y a aussi, je pense, cette peur des réseaux sociaux avec tout ce qui se passe, toutes les études qui sont sorties récemment où, enfin, on le sait officiellement que Facebook, donc Instagram qui est Facebook, était au courant de l'impact psychologique et des dégâts en fait de leur plateforme, qu'ils n'ont rien pris en compte. Zuckerberg a aussi avoué que de toute façon le problème est beaucoup trop gros maintenant qu'ils ne peuvent plus l'adresser. Donc en fait la plateforme elle-même commence à avoir sa vie autonome en fait. Donc il n'arrêtera jamais, il va jamais fermer Facebook demain. Facebook, différent, les jeunes commencent à déserter Facebook, mais sont beaucoup plus sur Instagram, ce qui n'est pas forcément mieux, parce qu'Instagram, on est vraiment dans le côté instant, image, et là, c'est que des shots de subliminal, moi, je trouve ça encore pire. Enfin, quoique, non, c'est un débat. Mais pour revenir aux organisations, j'entends pas mal de personnes aux États-Unis qui se disent comment retrouver le côté communauté, recréer des mailings d'adresses comme on faisait à l'époque. Ça revient un peu la mode de la newsletter qui avait été un petit peu oubliée pendant 2-3 ans au profit d'Instagram, où là du coup la communauté, il y a un vrai lien, il y a une vraie conversation et ça va directement avec les gens sans dépendre des réseaux sociaux. Ou sinon mettre une photo comme ça. C'est marrant parce que j'ai fait des photos pour le podcast que je vais sortir et en fait j'ai fait un photoshoot où j'ai été dans un magasin me faire maquiller pendant 1h30 pour ne plus du tout ressembler à moi-même. Je voulais ressembler à une influenceuse, donc on m'a fait un maquillage à outrance. Je suis sortie, j'ai envoyé une photo à ma mère, elle m'a dit super, t'aurais pu jouer dans Cruella. Je fais merci. C'est radical. Et après j'ai demandé à une amie photographe professionnelle de faire mon portrait, donc elle a mis une bonne lumière. Le temps des photos, je me suis posée comme ça, elle m'a dit « Et le regard vide, compte 35 moins 7 », bam, la photo était faite, ça a duré 5 minutes, et on a pris la photo, aucun Photoshop, j'ai mis ça sur une application de filtre, j'ai pris le fil qui est le plus utilisé par toutes les personnes qui l'utilisent sur Instagram, et là, je me suis retrouvée avec plus ou moins le même visage que 7 millions d'autres personnes sur Internet qui utilisent ces mêmes filtres. Assez dramatique. Ça m'a fait rire. Je me suis pris en photo à côté comme ça, donc j'étais pas très bien réveillée comme ça, pour montrer en disant voilà, on prépare des choses fun, et j'ai posté ça dans ma story. J'ai pas non plus des milliers de personnes qui me suivent, mais d'habitude les stories, j'ai pas non plus des milliers de personnes. La story a été mise en avant, a été vue par des milliers de personnes. Et je me dis, Instagram
rien que le fait à décoder ce faux visage qui était là et l'a mis en avant. Et j'ai trouvé ça assez dramatique, en fait, de dire, voilà, donc la version fausse de moi va attirer l'attention beaucoup plus que moi d'habitude. Donc, peut-être une idée de photoshoot pour l'éducation. Non, je rigole. Mais oui, peut-être privilégier d'autres plateformes, d'autres moyens de communication. Je pense qu'on va y revenir et il y a beaucoup de... Les newsletters reviennent là-dessus en ce moment. C'est en train de revenir. Merci Leslie. On va passer à une dernière question. Une ou deux. Enfin, voilà, j'ai le timing en tête, mais allez-y. Merci. Oui, je voulais juste du coup rebondir sur un petit peu tout ce que vous avez dit et faire un parallèle avec l'éducation. Et donc du coup, nous, notre rôle aujourd'hui de parents ou d'éducateurs, de professeurs, peu importe, je pense que c'est vraiment très très important dans l'usage des réseaux sociaux d'éduquer en fait les jeunes à les utiliser. Et aujourd'hui, il y a un danger, c'est au niveau plutôt des adolescents. Il y en a de plus en plus qui s'imaginent dans leur future carrière professionnelle d'être youtubeurs, influenceurs, instagrammeurs, etc. Et qu'ont vraiment cette image de c'est un métier, petit 1, et petit 2, on peut devenir facilement riche et célèbre grâce à ça. Donc je pense que c'est vraiment important. Moi, ce que je fais avec mes élèves à l'heure actuelle, c'est qu'on parle en fait des influenceurs ou des youtubeurs qui connaissent bien. Et on réfléchit ensemble. Est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'ils gagnent leur vie? Comment est-ce qu'ils gagnent leur vie? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est finalement de les amener à comprendre qu'aujourd'hui, on peut avoir un métier sur YouTube ou sur Instagram, mais c'est pas le métier, c'est pas ni YouTube ni Instagram. C'est derrière, on peut tout simplement être conférencier, être photographe professionnel, être réalisateur. Et aujourd'hui, ne plus être dans l'attente d'une maison d'édition ou d'une boîte de production pour réaliser son métier, mais on a un talent de base et on utilise les réseaux sociaux pour le vendre. Et le métier en lui-même, c'est pas youtubeur, c'est faux, c'est peut-être comique, c'est peut-être musicien ou chanteur. Et par contre, juste d'être vendeur de vent, c'est-à-dire juste montrer sa photo ou ça, c'est pas un métier. Et leur dire que derrière, il y a un vrai travail, que c'est pas juste en quelques clics qu'on devient riche et que derrière, voilà, il faut garder en fait cette idée que pour avoir un métier, voilà, il faut quand même travailler, il faut apprendre et c'est pas juste en postant sur les réseaux sociaux qu'on devient célèbre. Exactement. Et leur rappeler la responsabilité que les influenceurs ont, ceux qui sont là juste pour se mettre en scène, les produits qu'ils vendent, qu'ils présentent, expliquer tout ce qui se passe derrière. Parce que, et leur dire, voilà, tu veux être influenceur, mais c'est ça que tu veux être le visage de ça. Est-ce que ça correspond à ton éducation, à ta façon de voir le monde, ta façon de penser? Tu aimes les animaux, tu es passionné par les animaux. Est-ce que tu peux prendre la responsabilité d'avoir des milliers de personnes qui vont aller acheter ce produit juste à cause de toi, parce que tu as posté là-dessus, tu leur as conseillé, sachant que ce produit, par exemple, a été testé sur les animaux. C'est un exemple, mais leur expliquer concrètement, en fait, l'impact et la conséquence que ça a derrière. C'est important, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte et qui ne savent pas du tout, en fait. Là, c'est genre, oui, on a de l'argent. Et puis de leur rappeler que on était bien mieux payés à l'époque, les mannequins. C'est l'arnaque sur Internet. En plus, ils se font exploiter. Donc, personne n'y gagne. Et surtout pas la planète. Une dernière question. Oui, bonjour. Bonjour. Leslie. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je suis maman et je repars avec beaucoup de culpabilité. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu aurais des outils? Parce qu'en fait, quand ils ont 20, 15, 30, ils sont dans le déni, ils ne savent pas ça, en fait. Et moi, je regarde, je ne rentre pas dans leur intimité, parce que c'est vraiment de l'intimité, en fait, comme dans une chambre. Et qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut les sensibiliser de manière très simple, avec des outils? Moi, je vais regarder ce que tu fais, mais de leur envoyer peut-être, mais que ce soit concret. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, c'est important. Je pense qu'il y a cette conversation, surtout si c'était des jeunes qui ont plus de 18 ans, qui sont déjà à faire leurs études, des jeunes adultes. Je pense que c'est intéressant de commencer une conversation avec eux. On est un peu tous, je pense, en majorité dans le même cas, où nous aussi, on a du mal avec ça. Peut-être en se positionnant, en disant « Ah, j'aimerais tellement passer moins de temps sur Internet. Quand je suis sur les réseaux, avouez que je me sens pas forcément toujours bien après avoir vu ce que j'ai vu. Tiens, là, je me suis comparée. Là, ça m'a un peu déprimée. Là, ça m'a apporté de l'anxiété. C'était très anxiogène de regarder Facebook aujourd'hui. Et peut-être en partant de soi, en partageant avec ces jeunes adultes, ils vont peut-être s'ouvrir et poser des questions. Après, les outils concrets... le plus simple déjà et qui vraiment change une journée, ça peut être des challenges et des choses qui sont imposées dans une maison où tout le monde s'y met et c'est drôle de tourner ça en jeu où tout le monde dit à chaque fois qu'il y en a un qui veut craquer, il met 1 €, voilà. La première heure du coucher et l'heure avant d'aller se coucher, il ne faut jamais se connecter, ni aux emails, ni aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est le moment, au réveil, c'est le moment où du coup, on va se lancer sur nos portables. On rattrape tout ce qu'on a perdu de temps, tout ce qui s'est passé pendant la nuit, et du coup, en fait, ça augmente notre impression de manque. On a loupé ça, on a loupé ça, on a loupé ça. On commence notre journée, on a la tête comme ça, remplie de tout ce qui s'est passé dans la vie des gens qui ne nous concernent absolument pas, qui n'a rien à voir avec nous. Et du coup, on boit ce stress, on boit ces émotions, cette comparaison, enfin, c'est à tous les niveaux, et on part dans notre journée avec ça, alors qu'on pourrait commencer notre journée sur une page blanche, en ayant un peu médité, en se sentant bien. Donc, première heure de la journée et la dernière heure avant d'aller se coucher, pareil pour le sommeil. Parce que si on va se coucher après avoir regardé les réseaux sociaux, forcément, dans la nuit, ça va être toutes ces dernières images qui vont travailler quand on commence à dormir, qui reviennent. Ça, essayer de limiter, il y a sur les téléphones, on peut limiter le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et aussi de se dire, à chaque fois que je poste quelque chose, pourquoi ? Vraiment se rappeler pourquoi. Ça paraît vraiment un peu rébarbatif mon pourquoi, mais le pourquoi vraiment compte en fait. À quel moment j'ai eu besoin de poster dans la journée ? À quel moment, quand je suis sortie du métro ou du bus, je me suis dit, ah là, j'ai envie d'aller sur Instagram ou Facebook. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre entourage pour que tout d'un coup, on ait ce besoin de soit savoir ce qui se passe dans la vie des autres, soit se déconnecter ? Et aussi, je pense... beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce cas de figure. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand on a des relations intimes, des relations amoureuses, Instagram et les réseaux sociaux commencent à avoir une part très, 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 très importante dans les relations. Et c'est vrai que les jeunes, ça fait partie de la relation, de se suivre, ne pas se suivre, et pousse aussi beaucoup de personnes à constamment aller vérifier ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est une réalité que peu de personnes ont aussi envie d'avouer, mais on est beaucoup à tomber dedans. Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît énormément et qu'on commence à être complètement ah là là, les papillons, on y pense toute la journée. À l'époque, on n'avait pas de nouvelles, on attendait le coup de fil le soir ou le lendemain. On en parlait à notre meilleure amie toute la journée. Voilà. Il n'y en avait qu'une qui souffrait dans l'histoire, c'était elle. Maintenant, notre copine, elle va être sur son téléphone, elle s'en fiche. Et au bout de 5 minutes, c'est bon, parle d'autre chose. Et au final, on est tout le temps sur notre téléphone à regarder le profil de l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a suivi quelqu'un ? Qui c'est qui a aimé ses photos ? Pourquoi il a posté ça ? Il était où ? À quel endroit ? Pourquoi il ne m'a pas appelé ? Je ne comprends pas. Il s'est connecté à midi, il m'a vu ma story, il n'a toujours pas répondu à mon texto. Qui ne l'a pas fait ? Voilà, et du coup, ça influence vraiment nos relations. Et ça peut être un sujet intéressant à aborder aussi avec les ados, parce que eux, ça prend une place énorme. Pourquoi ma meilleure amie n'a pas répondu ou veut pas me voir, alors qu'en fait, elle a posté qu'elle était au parc avec une autre copine. Et c'est vrai que c'est très lourd parce que du coup, ça devient obsessif. On tombe dans une espèce de codépendance qui n'était même pas là au début. Et encore une fois, on pourrait peut-être s'apaiser avec des techniques de mindfulness, de méditation, se reconnecter, aller dans la nature, tout ça qui pourrait nous faire nous sentir mieux pour après nous aider. Parce qu'au final, encore une fois, c'est comme dire à un alcoolique ou quelqu'un qui a des problèmes de nourriture obsessionnelle, arrête de manger ou arrête de boire. Ben non.
la personne le fait parce qu'il y a une souffrance derrière. Donc c'est peut-être essayer d'explorer ça et peut-être mettre un peu d'humour en se mettant aussi sur le devant de la scène en disant voilà, coupable. Merci beaucoup Leslie, on touche à notre fin. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.